Bien, nous allons reprendre pour la dernière intervention de notre journée. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Élodie Cassan, qui est maîtresse de conférence en histoire de la philosophie moderne à l'université de Rouen-Normandie. Alors, Élodie Cassan est notamment l'autrice d'un livre qui s'appelle « Le langage de la raison, de Descartes à la linguistique cartésienne », qui est paru chez Vrin. Et je signale également qu'elle a dirigé en 2021 un numéro spécial de la revue Perspective on Science qui s'intitulait Logic and Methodology in the Early Modern Period. Et le titre de sa communication est le suivant, mais vous le voyez s'afficher à l'écran, hein, Égalité de nature, diversité des conditions, Descartes face à Bourdieu. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation et pour cette belle journée. Ma communication s'appuiera de manière minimale sur un PowerPoint. Elle consistera essentiellement dans un commentaire de une phrase de Bourdieu. Et comme il est tard, il m'a paru peut-être plus efficace du point de vue de la construction du discours de la mettre sous vos yeux dans quelques instants. Je partirai moi aussi du fait que, pour Descartes, la raison est naturellement égale en tous les hommes. Et l'objet de la communication sera de dégager le sens, de tenter de dégager le sens et la portée de cet énoncé. Cette thèse est fameuse. Son rôle, la thèse, donc tout homme capable de distinguer le vrai du faux par nature et non pas à proportion du plus ou moins grand degré de lumière déposé en son esprit par une éventuelle surnature. Cette thèse est fameuse. Son rôle dans la perspective de l'élaboration de la théorie cartésienne de la science et dans la constitution du coup de la modernité philosophique, son rôle a été soigneusement mis en lumière par les interprètes. La fonction philosophique remplie par cette thèse est donc bien établie. Il n'en reste pas moins que la signification proprement dite de cette thèse est tout sauf évidente. La question est, quel sens peut-il bien y avoir sur le fond à adosser une réflexion logique, une réflexion épistémologique à une théorie anthropologique selon laquelle l'appartenance des hommes à une même nature suffirait à justifier qu'ils disposent d'une même raison en partage. C'est la question que nous allons aborder maintenant dans cette communication en prenant du champ par rapport à la réponse qui lui est fréquemment apportée par l'histoire de la philosophie. Parce que si on se place là dans la perspective de l'histoire de la philosophie, il est bien connu, au moins depuis le commentaire que Gilson fait du discours de la méthode, que Descartes écrit cette phrase du discours, notamment sous l'influence de Montaigne, selon lequel, guillemets, on dit communément que le plus juste partage que nature nous ait fait de ses grâces, c'est celui du sens. Fermez les guillemets. Par suite, ce simple passage par les contemporains suffit pour établir que le modèle théorique convoqué par Descartes dans l'incipit du discours de la méthode, pour fournir une assise anthropologique à la méthode, ce modèle théorique n'est pas tout à fait inédit. Et le problème ne sera donc pas ici celui des sources auxquelles Descartes puise, parce que le savoir des sources auxquelles Descartes puise ne permet pas de résoudre le problème, tous les problèmes posés par les soubassements conceptuels de la théorie qu'il élabore en son nom propre. Et pour contribuer à lever ces difficultés, la proposition de travail sera de se placer dans une perspective interdisciplinaire. Je le justifierai plus loin, et il s'agit donc de partir d'une critique adressée par Bourdieu à Descartes à propos de sa manière, à lui, Descartes, de relier nature humaine et raison. Si on en croit Descartes, le scénario, c'est tous les hommes raisonnent sans erreur dans les sciences, pour autant qu'ils suivent les règles de la méthode, et ils sont aussi heureux dans leur choix qu'ils peuvent l'être, pour autant qu'ils emploient toute leur vie à cultiver leur raison. Descartes aborde ces éléments
comme des faits relevant de l'expérience commune, il les explique par la possession, par ces mêmes individus, d'une même raison. Et Bourdieu lit Descartes, sur cette trame-là, Bourdieu lit Descartes comme le penseur de la possibilité du déploiement uniforme d'une disposition à penser et à connaître qui serait identiquement donnée à tous à la naissance. Mais Bourdieu ne voit pas seulement la raison cartésienne comme une sorte d'organisation matricielle, une structure principielle dont le déploiement guidé par l'exigence de la recherche de la vérité garantirait à tous un même accès au savoir et même une vie sans encombre. Bourdieu s'interroge surtout sur la valeur explicative qu'il convient d'attribuer à cette approche de la raison comme universelle. Le problème est le suivant. L'univers social plus ou moins riche économiquement et culturellement, l'univers social plus ou moins riche économiquement et culturellement duquel les hommes sont issus, leur genre, leur trajectoire respective, détermine aussi sur le plan symbolique les représentations qu'ils forment d'eux-mêmes et leur compréhension du fonctionnement du monde et de leur possible. C'est résumé à très gros traits un des enjeux majeurs, un des acquis majeurs des travaux de Bourdieu. Partant de ce cadre-là, que penser de Descartes? Élaborer un modèle unique de la rationalité comme le fait Descartes, n'est-ce pas refuser de penser cette diversité des conditions de vie des hommes? N'est-ce pas installer la pensée anthropologique sous le régime de la fiction? C'est en tout cas la manière dont Bourdieu lit Descartes. La question est donc pour nous, un philosophe rationaliste entend qu'il serait du côté de la position a priori d'une nature humaine une, ce philosophe rationaliste serait-il donc un fabricant de fiction? Et si c'était le cas, est-ce que c'est grave? Si c'était le cas, quel est le diagnostic qu'il convient de poser? Si c'était le cas, cela invaliderait-il le rationalisme comme option méthodologique d'explication du réel? C'est les questions en jeu ici pour ouvrir ce dossier. L'organisation de mon propos sera tripartite. Dans un premier temps, je commencerai par décrire le cadre conceptuel et problématique dans lequel émerge la critique de l'approche cartésienne de la raison par Bourdieu, approche de la raison comme donnée de nature distribuée également parmi les hommes. Dans un deuxième temps, le propos sera de dégager la question que Bourdieu entend poser à Descartes quand il se penche sur son concept de raison. Et dans un troisième, il s'agira de identifier les matériaux dont dispose peut-être Descartes pour prendre en charge cette question et donc d'examiner encore le statut de la politique chez Descartes. Alors, je vous le disais, cet exposé consistera beaucoup dans un commentaire d'une phrase de Bourdieu. Elle va m'occuper dans ma première et ma deuxième partie. Cette phrase, chers collègues, la voici. Merci bien. Donc, pour examiner l'approche bourdieusienne du concept cartésien de raison, il va s'agir de commenter la présentation donnée de ce concept dans le passage ci-contre des méditations pascaliennes. Est-il un seul philosophe soucieux d'humanité et d'humanisme qui n'accepte pas le dogme central de la foi rationaliste et de la croyance démocratique, dogme selon lequel la faculté de bien juger, comme disait Descartes, c'est-à-dire de discerner le bien du mal, le vrai du faux, par un sentiment intérieur spontané et immédiat, donc faculté de bien juger, comme disait Descartes, c'est-à-dire de discerner le bien du mal, le vrai du faux, par un sentiment intérieur spontané et immédiat, cette faculté est une aptitude universelle d'application universelle. Donc voilà le programme ici. Que veut dire comment comprendre le c'est-à-dire, faculté de bien juger, comme disait Descartes, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette chose-là?
Bourdieu présente ici le concept cartésien de raison, d'abord en le rattachant à une manière de penser, le rationalisme, comme le support d'une manière de penser, le rationalisme. Et il souligne de cette manière de penser les enjeux moraux et politiques. Il évoque l'humanisme, il évoque la démocratie. Mais le propos de Bourdieu n'est pas descriptif, il n'est pas tant descriptif que normatif. C'est-à-dire qu'il avance que le dispositif dont cette raison est l'opérateur, la raison cartésienne, ce dispositif, c'est une idéologie. Ce n'est pas une méthode de pensée rigoureuse et productive scientifiquement et philosophiquement. La question à aborder, du coup, dans la première partie de cette communication est comment comprendre cette analyse. Pour cela, démarrons par l'identification de l'hypotexte. Évidemment, le discours de la méthode, faculté de bien juger, voilà, incipit du discours, et donc théorie non sceptique de la connaissance, et d'autre part, la raison aptitude universelle d'application universelle, c'est un retravail de la 5e partie du discours, où nous trouvons la raison instrument universel qui peut servir en toutes sortes de rencontres, avec un usage aussi du terme d'application qu'on trouve dans la première partie du discours. Donc, on a ici Bourdieu qui convoque la raison cartésienne à partir de matériaux du discours qu'il réagence. Et un premier point commun entre Bourdieu et Descartes, la raison conçue comme propre de l'homme. Mais le point est que le recours à ces matériaux va de pair avec une appréhension en des termes non cartésiens du déploiement de la raison dite cartésienne. Deux remarques ici. En premier lieu, Descartes restreint au domaine de la connaissance la production de jugement par la faculté de bien juger qui est la raison. Bourdieu étend la sphère du jugé au jugement de valeur. Il est question d'abord de discerner le bien du mal, le vrai du faux. Donc, il y a là une association des domaines de la science et de l'action que Descartes ne met pas sur le même plan et qu'il ne considère pas dans le même temps. Et Bourdieu va même jusqu'à renverser l'ordre du traitement, puisque l'agir, c'est avant le savoir. Deuxième différence, Bourdieu explique la mise en œuvre de cette faculté de bien juger qu'est la raison en des termes non cartésiens. Alors oui, comme Descartes, il utilise application. Application de la raison à un objet donné. Et les interprètes cartésiens ont montré le sens technique du concept d'application de l'intérieur de la construction de la théorie cartésienne de la science. Donc ici, on a un écho de ça. L'idée est que Bourdieu comme Descartes pense que l'application de la raison à un objet donné d'étude, c'est l'acte par lequel la faculté de bien juger qu'est la raison s'actualise. On passe de puissance à acte, par application comme opération. Mais Bourdieu rejette la manière dont Descartes pense les outils rendant possible cette application. Alors, pour aller à l'essentiel, Descartes fait de la méthode l'opérateur du déploiement juste de la raison. Chez Bourdieu, la méthode n'existe pas. Chez Bourdieu, on a un sentiment intérieur, spontané et immédiat. C'est par un tel sentiment que la raison cartésienne s'applique. On a donc un modèle d'intelligibilité non cartésien. C'est la préférence personnelle. C'est évidemment une pratique du jugement contre laquelle Descartes prend position dans le discours. On l'a vu et on le sait. Donc on a ici un remplacement de la recherche cartésienne d'objectivité, remplacement par la promotion des productions de la subjectivité. Un geste iconoclaste, donc, qui explique pourquoi Bourdieu peut dire, oui, la raison cartésienne, c'est l'opérateur d'une idéologie, et non pas l'agent de la logique de la découverte scientifique qu'elle était pourtant pour Descartes. Donc, il fait dire au concept cartésien de raison le contraire de ce qu'il servait à dire.
Alors, du coup, la question, c'est pourquoi? Évidemment, c'est tout sauf de l'ignorance de sa part. Rappelons le contexte, rappelons ce que pourrait être le Descartes de Bourdieu. Voilà, très gros trait en 30 secondes. Descartes, c'est le précurseur de Sartre. Dans cette lecture. Descartes, au moment où Bourdieu se forme, c'est l'instigateur de la tradition, je cite un texte de Bourdieu, de la tradition intellectualiste et subjectiviste qui, de lui, Descartes à Sartre, a dominé la philosophie occidentale. Je ferme ici la citation. Donc, Descartes, c'est dans le contexte intellectuel de formation, Descartes, c'est un nom utilisé dans la phénoménologie française et allemande dans le cadre de discussions sur la question du sujet. Donc, à partir de là, on comprend le texte que fait Bourdieu quand il dit dans les méditations pascaliennes que la raison cartésienne est mise en mouvement par un sentiment intérieur spontané et immédiat. Il cherche à critiquer, il se donne les moyens. Que fait-il? Il cherche les moyens, il se donne les moyens de critiquer, guillemets encore, l'anthropologie imaginaire du subjectivisme. Je ferme les guillemets et je tiens à votre disposition mes notes de bas de page, évidemment, par la suite. À ce stade-là, qu'il suffise de dire que pour Bourdieu, il n'y a pas d'opposition conceptuelle entre intérieur et extérieur. Quel est l'enjeu ici? Pour lui, ce que Bourdieu cherche à montrer, c'est que les jugements que cette représentation, il s'agit de dire qu'on a là une bipartition qui n'a pas lieu d'être. Cette bipartition n'est peut-être pas chez Descartes, bipartition entre intérieur et extérieur. En réalité, pour Bourdieu, les jugements, les choix faits par les hommes sont toujours liés à des contextes précis, déterminés par les configurations historiques dans lesquelles ces mêmes hommes se trouvent impliqués. Donc on a là ici l'inscription d'une critique de Descartes dans le cadre d'une critique d'une anthropologie imaginaire. Alors, à quoi ça sert de faire ça? Bourdieu n'écrit pas de livre sur Descartes à proprement parler. Ce n'est pas le premier auteur. Il y a un texte dans lequel il est question du canon. Privilégier Descartes, c'est montrer le nationalisme. Donc Descartes n'est pas un philosophe duquel Bourdieu se réclame. Et de quoi s'agit-il donc? L'enjeu heuristique, on peut peut-être en prendre la mesure en regardant les méditations pascaliennes et en les lisant dans une perspective historique. Bourdieu se réclame de Pascal. S'il a un philosophe duquel il se réclame, c'est Pascal. Ça ne signifie pas qu'il ne s'applique que sur lui, mais dans ce texte-là, dans l'introduction des méditations pascaliennes, il le dit très clairement. On m'a demandé si j'étais marxiste. Eh bien, écoutez, cher lecteur, si j'ai à choisir, moi, à tout bien considérer, moi, c'est Pascal, mon philosophe. Et donc, il se réclame de Pascal. Pascal, auteur dont l'œuvre se nourrit d'un rapport critique à celle de Descartes, évidemment. Je voudrais bien, merci beaucoup, prendre appui sur un petit passage là, dans lesquels Bourdieu raconte les mérites de Pascal. Et il s'agit de parcourir très très brièvement deux, trois lignes de ce texte et de l'utiliser, d'utiliser les mérites attribués par Bourdieu à l'approche pascalienne de l'anthropologie comme un outil pour repérer par contraste ce qui ne va pas chez Descartes, pour repérer par contraste ce que l'approche cartésienne de la raison, comme propre de l'homme, peut avoir de déficient. Je lis juste le début. Pascal, ce qui compte, c'est sa sollicitude, dénuée de toute naïveté populiste pour le commun des hommes, les opinions du peuple saines, et sa volonté de chercher toujours la raison des effets, la raison d'être des conduites humaines en apparence les plus inconséquentes ou les plus dérisoires. Deux remarques ici s'imposent. Pascal se distingue pour Bourdieu parce qu'il a le mérite de faire de la question de la diversité des conditions sociales, un objet d'étude à part entière, et il a d'autre part le mérite
d'adopter une méthode efficace. En l'occurrence, il se distingue aussi par la méthode qu'il adopte pour parler, en l'occurrence, du peuple, à savoir qu'il ne fait pas, il refuse la condescendance. Il réfléchit sur l'homme en se référant à la condition humaine sous toutes ses formes, et il examine la consistance de chacune de ces formes. Et c'est le seul moyen de rendre le réel intelligible. Autrement dit, Descartes, quelle est son erreur? Il fait fi de larges pans du réel quand il pense l'homme universellement, en faisant référence à une raison donnée également à tous par nature. Il refuse d'intégrer des situations concrètes à sa réflexion. En fait, il est irrationnel. C'est une forme inavouée d'irrationalisme. Proclamer une égalité de principe entre les hommes, c'est refuser de chercher la raison des effets. La raison des effets, je vais droit à l'essentiel, c'est l'analyse du renversement perpétuel du pour et du contre dans les affaires humaines. C'est central quand on veut faire de la philosophie, et c'est donc central aussi pour Bourdieu. Rechercher la raison des effets, c'est se donner les moyens de comprendre la rationalité des conduites apparemment les plus absurdes. Mais Descartes n'a pas les moyens de parvenir à cette compréhension parce qu'il adosse sa pensée de la raison tout entière à une critique, a priori, des opinions de sens commun. Il ferait mieux d'analyser leurs conditions sociales d'élaboration et d'exercice. Il néglige ce qui est donné à chaque homme pour raisonner effectivement dans le contexte historique où il se trouve. Et par suite, il ne peut pas accéder au vrai homme dont il veut pourtant rendre compte. Donc, bilan, Descartes ne comprend pas. Si je récapitule les acquis théoriques que nous pouvons dégager de ce texte, deuxième diapo donc, Descartes ne comprend pas, d'une part, que ce sont les matériaux particuliers et changeants selon les contextes qui sont donnés aux hommes pour se situer intellectuellement, plus qu'une capacité de raisonner égale en chacun. Et d'autre part, Descartes raisonne mal. Quand il prétend qu'il suffit de mettre en œuvre les règles de la méthode pour éviter l'erreur. Il se fait scolastique, il contemple le monde, il adopte une posture épistémique et, agissant ainsi, il manifeste une ignorance crasse de la logique pratique structurant le fonctionnement intellectuel des hommes qu'il prétend étudier. Et c'est ça la notion d'anthropologie imaginaire. Alors, ainsi s'achève ma première partie. Je souhaitais dans cette première partie décrire comment se construit la critique bourdieusienne de l'approche cartésienne de la raison comme donnée de nature distribuée également parmi les hommes. Dans ma deuxième partie, qui sera contractée, je voudrais dégager la raison pour laquelle Bourdieu critique le concept cartésien de raison. Pour déplacer le curseur, si vous voulez, je voudrais essayer de montrer dans cette deuxième partie que Bourdieu est en désaccord avec la manière dont Descartes pense la relation entre la raison et le langage. Et essayer de vous montrer pourquoi c'est grave. Qu'est-ce qui est en jeu ici. Je prends pour acquis et on peut en parler lors de la discussion, il est pertinent de parler d'un déploiement linguistique de la raison selon Descartes. Et je le prends pour acquis au vu du temps qui passe. C'est évidemment démontrable et démontré dans la version écrite de la communication. Juste un rappel, la définition de la raison comme instrument universel qui peut servir en toutes sortes de rencontres, se trouve dans le cadre d'une réflexion sur le langage comme propre de l'homme dans le discours. Cette réflexion sur le langage comme propre de l'homme dans le discours, c'est un moment de réflexion sur le vivant et de questionnement sur qu'est-ce qui fait qu'un homme n'est pas que machine et n'est pas que corps. C'est le passage sur animaux-machines. Et c'est dans ce contexte donc que Descartes thématise la raison comme instrument universel qui peut servir en toutes sortes de rencontres. Il le fait donc quand il montre que l'homme parle parce qu'il a un corps et que l'homme invente librement ce qu'il a à dire
parce qu'il a une âme. Et donc cet énoncé se trouve dans un contexte où il s'agit de savoir quelle est la différence entre un homme et une machine. Il s'agit de faire un test imaginaire d'identification. On a un vrai homme, c'est là qu'il est le vrai homme. Et ce vrai homme, il est incognito au milieu de machines anthropoïdes et qui sont construites pour donner le change. Comment fait-on pour distinguer un homme d'une machine? 2 critères. Critère numéro 1, seul l'homme parle. Composer des paroles et des signes en témoignant qu'on pense ce qu'on dit, ce n'est pas imitable par la machine. 2e moyen, les machines n'agissent pas par connaissance, mais par disposition des organes. Par contraste, donc, les actions humaines, et la parole est caractéristique de cette notion d'action, exprime la liberté pensée comme ce qui n'est pas entièrement mécanique, ce qui résiste à ce qui n'est pas pensé sur le paradigme mécanique, qui n'est pas intelligible en ces termes. Donc le langage, c'est une production de la raison, caractéristique de l'homme en tant qu'être qui n'est pas déterminé dans l'ensemble de ses faits et gestes. Alors le problème de Bourdieu, et c'est là que je vais vous résumer, le problème de Bourdieu, c'est qu'il se demande, d'accord, très bien, mais de quoi la raison donne-t-elle les moyens à l'homme? Le problème, c'est de savoir de quoi la raison, en tant qu'elle a à s'exprimer, de quoi est-ce qu'elle donne les moyens? Qu'est-ce qu'elle permet à l'homme de faire? C'est cette question qui conduit Bourdieu à s'intéresser à Descartes, et notamment dans l'extrait ci contre. Dans cet extrait, on a vu un premier élément, à savoir que Bourdieu subjectivise la raison cartésienne. Il s'interroge sur la solidité des fondements que celle-ci peut fournir effectivement à l'art de juger en quoi la méthode consiste. Mais il fait quelque chose de plus. En évoquant donc la raison comme aptitude universelle d'application universelle, il s'interroge sur ce à quoi la raison ainsi conçue peut accéder concrètement, sur les réalisations de la raison, sur ce que la raison parvient vraiment à faire. Donc il se place sur le plan de la pratique. Et il pose le problème de l'usage que les hommes peuvent faire de leur raison. Donc là, c'est problématique cartésienne. Donc il est en territoire cartésien, il n'y a aucun contresens. Mais il n'est pas d'accord avec la caractérisation de la raison comme instrument. Et le point, c'est qu'est-ce qui se joue dans le fait de dire non, c'est pas instrument, c'est aptitude. Et je voudrais essayer de vous montrer qu'il y a un enjeu philosophique majeur et défendre l'hypothèse que, en faisant de la raison une aptitude, Bourdieu renverse la construction du concept cartésien de raison. La raison instrument, c'est la raison du point de vue de sa fonction, du point de vue de ses usages, mais ça c'est trop rapide. Descartes, alors je joue à Bourdieu parce qu'il n'y a pas de petite joie sur la planète Terre, Descartes va trop vite. Descartes aurait dû expliquer les modalités d'acquisition de cet instrument qu'est la raison. À ses yeux, il aurait dû commencer par expliciter les conditions de déploiement de cette raison au lieu de poser la raison à l'œuvre d'emblée. Pourquoi est-ce que Bourdieu fait ce reproche à Descartes? Là, on a la réponse dans ce que parler veut dire. En quoi est-ce grave, en fait? Pourquoi prendre ainsi du champ par rapport à cette position cartésienne de la fabrique de la rationalité? Réponse dans ce que parler veut dire. Dans ce que parler veut dire, l'accent est mis sur le fait que, oui, c'est pas douteux, que l'acquisition de la capacité de parler a pour condition une disposition innée, et on peut, pourquoi pas, l'appeler raison, mais si on se contente de suivre Descartes, on passe à côté de la question capitale, les conditions sociales d'exercice de la capacité de parler, qui est le langage. Donc, si je schématise, Bourdieu reproche à Descartes de ne pas aller assez loin. Bourdieu comprend que Descartes
différencie les hommes des autres types de vivants. Donc c'est logique de les penser comme totalité unifiée, mais en faisant ça, il ne rend pas compte de la réalité du monde humain, c'est-à-dire la réalité des pratiques symboliques de l'humanité, avec différence et avec inégalité. Donc en gros, Descartes, c'est un conservateur. La scientificité autoproclamée de Descartes fait qu'il est un conservateur. Dans ma troisième partie, je tenterai de prendre en charge cette question du supposé conservatisme politique de Descartes. C'est-à-dire de faire deux choses, résumer à gros traits pourquoi Bourdieu présente Descartes en ces termes, souligner tout aussi rapidement en quoi cette lecture est discutable textuellement, et troisième et dernier point, réfléchir à la possibilité d'une raison militante, un usage militant du bon sens, essayer de voir ce qu'on pourrait penser en ces termes. C'est parti. Alors, premier point ici, pourquoi Bourdieu présente-t-il Descartes en ces termes? Alors, la réponse est dans les Méditations pascaliennes, dans un autre extrait où Bourdieu souligne deux points. La politique, c'est pas central chez Descartes. La philosophie cartésienne, elle est épistémocentrée, guillemets, car citation. Ensuite, Descartes, il n'est pas assez intrépide. Et intrépide, c'est un mot utilisé par Bourdieu dans le texte, et son caractère a priori psychologisant ne doit pas dissimuler l'enjeu philosophique très puissant qu'on peut lire dans le recours à ce terme. Parce que dans le contexte de l'émergence de cet adjectif, Bourdieu signale que qu'est-ce que c'est intrépide en fait? Qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas eu le courage de quoi? En fait, Descartes n'a pas eu le courage d'étendre, nous dit Bourdieu, n'a pas eu le courage d'étendre à la politique le mode de pensée radical, donc le doute, qu'il a inauguré dans l'ordre du savoir. S'il avait fait ça, il aurait compris que son projet philosophique ne marchait pas, parce que s'il avait procédé à cette extension, il aurait bien vu que on ne peut pas tout fonder en raison. Fonder en raison étant aussi une expression de Bourdieu. Il y a des domaines du réel qui résistent, typiquement la politique, parce que, ben oui, l'ordre légitime, apparemment, peut-être qu'il est arbitraire. Il y a une absence de raison de l'ordre institué en société. Descartes n'a pas fait ce travail-là, donc il est conservateur parce qu'il est dogmatique et parce qu'il veut être cohérent, il ne veut pas perdre sa réforme de la scientificité. Deuxième point, cette lecture est textuellement discutable. Je n'ai pas le temps de vous raconter l'énormité des travaux récents sur Descartes et la politique. Elle est importante et il y a des auteurs et des autrices présents dans la salle qui pourraient en témoigner encore plus que moi, en l'occurrence, et nous. Deux points rapidement. Ici, il est connu que Descartes ne fait pas fi de la politique comme question. Si on avait juste un texte à avoir en tête, scolaire, canonique, première règle de la morale par provision, l'action des hommes, c'est un lieu dans un lieu, il y a des contraintes géographiques, il y a une organisation politique, il y a des traditions religieuses. Donc oui, on obéit aux lois et aux coutumes de son pays. Et ensuite, Bourdieu caricature quand il dit que toute la philosophie cartésienne repose sur une scission. On a d'un côté l'étude de la contemplation de la vérité et de l'autre l'usage de la vie. Cette bipartition théorie-pratique n'est pas opératoire chez Descartes. L'arbre de la philosophie montre bien le rapport de dérivation de la pratique à partir de la théorie. Et surtout, il ne pose pas la question que pose Descartes. Comment comprendre le silence le problème ici,
je reformule, excusez-moi, Bourdieu, donc disant, il ne fait pas de la politique parce qu'il y a usage de la vie, il y a contemplation du vrai, il n'a pas les moyens de travailler l'usage de la vie, ce schéma ne marche pas. Descartes se soucie constamment de la question de l'usage de la vie. Le problème, c'est que quand il le fait, il ne met pas politique à l'intérieur. Et c'est ce silence-là qu'il faut questionner. Et ce silence n'est pas indifférence. On le sait dans les lettres à Élisabeth, on le voit. Je voudrais simplement attirer votre attention sur un petit passage d'une lettre à Élisabeth de mai 46 où elle lui demande de jouer le rôle de conseiller du prince. Et il répond non, je ne vais pas jouer le rôle de conseiller du prince. Il justifie son refus en disant que ça reviendrait... que donner des maximes, enseigner des maximes sur la vie civile, ça reviendrait à tenir des propos creux parce qu'il n'a pas une connaissance de terrain des matières politiques. Il prend un exemple, ce serait se prendre pour Phormion, un philosophe péripatéticien qui a dispensé une théorie sur l'art militaire à Hannibal, et c'est Cicéron qui nous racontait tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire sur le fond? C'est qu'il faut se régler sur l'expérience plutôt que sur la raison en matière de politique, et les termes d'expérience et de raison sont les termes utilisés par Descartes dans cette lettre à Élisabeth. Donc l'hypothèse ici, c'est donc de dire que le rationalisme de Descartes ne met pas l'expérience de côté. C'est ce type d'expérience qu'est la politique qui fait peut-être d'elle un objet limite ou à conceptualiser de manière singulière. L'expérience, la raison n'est pas impuissante face à l'expérience. Et peut-être même, et ce sera la suggestion finale, peut-être même qu'elle peut... agir. Peut-être que le philosophe peut inviter les hommes à devenir des savants et à s'engager dans la société. La conception cartésienne de la raison peut servir d'outil pour étudier les rapports de pouvoir qui sont source d'inégalités. Et c'est en tout cas ce que fait Chomsky, qui utilise la figure de Descartes, oui, comme premier des ancêtres de la grammaire générative, mais aussi quand il, en tant que militant et en tant que figure engagée, pour travailler sur l'intellectuel et le militant. Descartes est utilisé par Chomsky comme un exemple de ce que c'est que lutter contre l'idéologie dominante. C'est une arme de résistance contre le contrôle idéologique. Les hommes peuvent apprendre, nous dit Chomsky, et il le dit en s'appuyant sur la référence, toujours à ce bon sens cartésien. Il dit que les hommes peuvent apprendre à prendre position sur ce monde et surtout à ne pas accepter les services d'un tuteur. Chomsky se tourne vers Descartes parce qu'il voit dans sa thèse de la raison comme propre de l'homme une invitation à ne jamais s'en remettre à un spécialiste qui penserait mieux le monde social. L'homme est un vivant, il dit ce qu'il pense face aux autres, il dit ce qu'il pense avec eux, et il doit donc utiliser l'équipement intellectuel dont la nature l'a doté pour inventer ses conditions de vie, pour penser le monde individuellement et collectivement. Et donc, cet usage-là, cet usage des questions cartésiennes invite à conclure qu'il ne faudrait peut-être pas aller jusqu'à penser que la position par Descartes d'une égalité de nature entre les hommes, c'est un opérateur symbolique du maintien de l'ordre social et politique et des inégalités qui se manifestent en son sein. Merci beaucoup.